Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyage à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Pierry. Pierry, c'est le baroudeur par excellence. Il a touché sa première moto à l'âge de 12 ans pour finalement jamais lâcher cette passion. Il a aussi fait du surf, du snowboard et ensuite il a décidé de partager sa passion du voyage à moto avec des voyageurs en herbe, à travers le monde et notamment l'Himalaya. On va parler de voyage moto, de mécanique et d'anecdotes. Mais avant, voici cette définition de l'aventure. Voir de nouveaux horizons, et puis je pense qu'avec avec un petit peu de sens, on pourrait penser que l'homme étant un peu plus évolué, son herbe verte, c'est un peu les connaissances qu'on peut acquérir en voyageant et en se remettant dans l'aventure. Donc c'est un petit peu, moi qui suis athée et qui ne suis pas un grand croyant, c'est peut-être une manière d'essayer d'expliquer mon existence et un peu ça, le voyage. Et dans cette définition, toi tu te sens aventurier ? Aventurier, je pense que je dirais plutôt curieux, et chacun y met un certain palier. Alors, toi, tu le sais aussi, ça peut être les altitudes quand on va dans l'Himalaya, les distances quand on est dans le désert, voilà, donc on y met, voilà, une petite sortie du quotidien et surtout une curiosité, donc ce qui peut nous donner un petit peu plus de culture ou un petit peu plus de philosophie. Comme tu l'as dit, on se connaît maintenant depuis un petit moment. Euh, je sais que tu as vécu de nombreuses aventures, mais est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus que les autres ? J'ai eu la chance, via un ami qui était professionnel en snowboard, qui a fait tous les voyages possibles, inimaginables, d'héliski sur la planète, et qui m'avait parlé du Cachemire indien, donc une partie de l'Himalaya nord, où effectivement j'avais déjà vu des images qui m'avaient complètement happé, parce que bon, pour faire vite, pour les gens qui connaissent pas le Cachemire, c'est une zone un peu de conflit, qui est attachée au Pakistan, où les gens à majorité musulmane, ou un très beau pays. On a toujours appelé le Cachemire, c'est le paradis sur terre, c'est-à-dire des fleurs à certaines saisons, des saisons très marquées. Et j'avais été avec ce copain rejoindre des guides sur les hauts de Srinagar, au Cachemire, pour skier. Et comme lui était vraiment dans le business et qu'il était un peu speedé, alors bon, il a été champion d'Europe de snowboard, de ski acrobatique, il avait une carte Quicksilver pour l'Italie, il a vendu des grandes marques de snowboard comme Santa Cruz et tout. Mais lui, c'était juste 8 jours de trip. Bon, moi, c'était un de mes premiers, on va dire, voyages très loin. Alors même si j'avais été en Australie, aux États-Unis, etc., mais voyage très loin en introspection un peu aventureuse, parce que c'était quand même pas rien d'aller skier dans l'Himalaya. Moi, j'avais dit, bah écoute, oui, ok, je vous rejoins pour ces 8 jours, mais je me prends 15 jours, 3 semaines avant et après pour rester en Inde voilà, assouvir mes fantasmes de baroudeur, de voyageur. Et j'avais loué à l'époque à Delhi une vieille Royal Enfield, et j'étais parti sur les routes du Rajasthan tout seul. C'est une époque où il n'y a pas de GPS, où on a une carte un peu au 1 millionième. Donc, un coup, on regarde vers le soleil, un coup, des habitudes de navigation très marrantes, parce que malgré la population, les grandes villes et tout, la manière de naviguer, finalement, est la même qu'au Cap dans le désert. C'est-à-dire que tu prends des axes, tu sais pas où tu vas, les panneaux sont pas écrits en anglais, c'est tout écrit en hindou, tu communiques plus ou moins, mais bah, tu trouves ton chemin. Il suffit de bien prononcer le nom de la prochaine ville, et puis voilà, au détour des petites routes, des croisements, on t'oriente. Et voilà. Donc j'avais passé
15 jours, 3 semaines merveilleux dans tout le Rajasthan. À une époque où il y avait déjà du tourisme, le Rajasthan est quand même relativement fréquenté, mais en moto, on a cet avantage, c'est de créer des voyages où finalement plus des 3 quarts de la journée se sont passés sur le trajet. Ce qui est un petit peu l'antithèse des voyages modernes où les gens montent dans des monospaces confinés, climatisés, avec des guides ou des chauffeurs qui les emmènent sur les grands axes. Donc finalement, tous ces grands axes, c'est comme de traverser un pays par l'autoroute. C'est pas le plus magique, c'est efficace, mais ça n'a aucun intérêt pour ma part en termes de voyage. Alors qu'en moto, justement, on essaye d'éviter ces grands axes, donc on prend les chemins parallèles, voire on essaye de se perdre de manière à coller au pays et à être vraiment surpris, quoi. Je pense que tu me contrediras pas. Se retrouver plusieurs siècles en arrière en arrivant dans un petit village où il passe jamais un touriste, voire tu as presque l'impression d'être un des découvreurs de l'endroit et qu'ils n'ont jamais vu un blanc-bec. Enfin, excuse-moi, puisque toi tu es d'origine indienne, donc tu passes encore plus inaperçu, ce qui peut être aussi un avantage. Mais disons, voilà, ces sensations d'explorateur et de bout du monde. Donc voilà, c'était mon premier vraiment, on va dire, grand voyage. Mais là, Voilà. je te rejoins complètement. C'est vrai que l'important, c'est pas l'heure où tu pars, c'est pas l'heure où tu arrives. Et c'est vraiment tout ce qui se passe entre qui fait un voyage réussi parce que ça va être soumis éventuellement à des galères, mais aussi à des super moments. On va volontairement se perdre, on va dire. C'est-à-dire que là, on sait que la route, bah, faut la prendre à droite, mais finalement, et si on tentait de tourner à gauche pour voir ce qui se passe plus à l'ouest. Et je te rejoins, mais vraiment sur cette partie-là. Et vraiment l'idée de s'arrêter à des endroits où, comme tu l'as dit, on a l'impression vraiment personne n'est jamais passé là. Et c'est ce qui fait vraiment, pour moi et comme pour toi, c'est clair, l'essence du voyage. Et donc du coup, au moment où tu as fait l'Inde, tu parlais d'exploration. Je sens dans ce que tu racontes, bah, un peu ce que j'ai ressenti quand toi tu m'as parlé de compétition, de moto. C'est-à-dire que là, je sens qu'il y a eu un basculement dans l'idée de faire de la moto. C'était plus d'aller le plus vite possible, mais plutôt, on va dire, d'aller le plus loin, quoi. C'est vraiment ce moment-là, ce voyage en Inde qui t'est dit, tiens, allez, c'est parti. Maintenant, j'ai plus d'ambition de chrono, mais plutôt une ambition de découverte. Oui, c'est vrai. C'est effectivement quand on se retrouve dans ces conditions de voyage où d'abord parce que en arrivant en Inde, je veux dire, on n'est pas avec sa propre moto. Quand on est issu de la moto, l'histoire, c'est que les gens, ils veulent du tout performance. C'est à la mode du gros trail avec de l'électronique partout. Et bon, voilà. Donc on est contraint à quelque chose qui nous met pas à la même longueur que le pays. Là, le fait de louer une Royal Enfield, qui est la moto locale, qui roule pas très vite, qui peut être perfectible, pardon, si on la matraque un peu, donc il faut en prendre soin. Elle est adaptée aussi au réseau parce que c'est quand même l'Inde, ça peut rester très dangereux de conduire, mais on réapprend comme dans un jeu vidéo, une manière de conduire qui est tout à fait naturelle, qui ressemble d'ailleurs un peu à la compétition, c'est-à-dire chacun se place, s'engouffre, fait attention à tout, respecte aussi les autres. Enfin, vraiment sur un mode non assisté qui est bienfaisant, puisque bon bah philosophiquement la moto c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire d'être aussi sur un engin où on est obligé aussi de se concentrer, de d'être aussi en survie, c'est-à-dire que chose qui est nécessaire dans notre monde moderne, c'est-à-dire le fait de rouler en moto, on n'a pas le droit à l'erreur. On a des casques, souvent des petits casques jet qui sont pas les plus sécurisants, mais qui permettent de garder le sourire quand on croise les gens, de leur parler, de vivre les moustiques, la chaleur, le froid cinglant, la neige qui tombe sur les cols. Enfin,
il y a un aspect très 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 philosophique et qui est extraordinaire. C'est vrai sur une moto, quoi. C'est vrai que c'est toujours fort ces émotions et c'est étonnant, je rejoins là aussi là-dessus, ce côté philosophique où tu ressens vraiment les éléments, comme tu l'as dit, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, vraiment tu vis le pays où tu te trouves quand tu es sur une moto. C'est complètement ce que je ressens, moi en tout cas, quand je suis sur une moto. Et j'ai aimé ce que tu as dit sur le fait d'être à l'égal du pays avec le moyen de transport. C'est-à-dire que quand tu prends une Royal Enfield en Inde, ça a du sens parce que tu es à l'égal du pays. Et ça, c'est vrai que bah, ça m'a marqué dans ce que tu viens de dire, parce qu'on aurait tous peut-être tendance à dire, mais voilà, tu l'as redit aussi, je veux avoir une moto performante, je veux traverser le pays rapidement, je veux en voir un maximum. Mais quand tu te mets à l'égal aussi des habitants et du pays et de toute cette philosophie qui tourne autour de tout ça, eh ben tu vis le voyage autrement. Et ça, c'est vrai que tu l'as très bien résumé et je trouve que c'est idéal en Inde de prendre une Royal Enfield. Ça peut être autre chose dans notre pays. Non, non, je rejoins complètement cet état d'esprit. Et en Inde, ça a été donc le Rajasthan. Tu as fait l'Himalaya. Alors, je sais que tu m'en as beaucoup parlé de l'Himalaya. Euh, quels ont été les passages les plus chauds que tu aies pu faire en Inde, les moments forts en fait de tes voyages en Inde? Euh, L'Himalaya, je m'appelais aussi puisque en ayant commencé à rouler avec ces fameuses Royal Enfield, enfin qui font aussi la nature du pays, parce qu'on dit effectivement c'est bien de rouler localement, mais c'est pas dans tous les pays la même chose. Mais effectivement en Inde, on a cette chance de trouver à tous les coins de rue ces Royal Enfield à louer et qui correspondent bien au pays. L'Himalaya, elle m'a rappelé parce que mon passage au Cachemire pour organiser, d'ailleurs j'ai organisé des trips de snowboard et de ski au Cachemire. L'Himalaya m'a rappelé parce que c'est vrai il y a un côté, c'est comme d'aller dans le Sahara en moto, il y a un côté mythique, c'est un aimant quoi. Effectivement, j'avais beaucoup vu et lu des récits, principalement d'ailleurs à l'époque, il y a une dizaine d'années, on va dire qu'il y avait que les vieux Anglais ou certains, voilà, certains Français, souvent d'ailleurs des babas qui ont vécu en Inde, etc., qui avaient leur moto et qui ont pris le chemin de l'Himalaya, aussi pour une raison évidente, c'est qu'en 96, ils ont fini une route qu'on appelle la Trans-Himalayenne, qui a rendu l'accès à la ville la plus au nord, la ville de Leh, accessible de sud au nord par un axe, un exploit technique des militaires d'ailleurs, qui pour des raisons stratégiques avaient fait cette route et qui donnait l'accès à Leh. Avant, Leh n'était accessible que par le Cachemire côté Pakistan, longer la frontière du Pakistan et arriver sur Leh. Et là, en 96, ils ont ouvert cette route. Donc là, les premiers audacieux ont pris les motos et ont passé ces cols. On parle des cols à plus de 5000 mètres quand même. Hein, donc c'est quand même sur une route qui n'était absolument pas goudronnée. Et pour arriver à cette ville de Leh, où à l'époque, il y a 10 ans, il y avait, allez, on va dire, il y avait 10 motos d'arrivée dans la journée, où on était presque tous identifiés par les babacools qui passaient du temps là-bas, par les touristes indiens qui étaient arrivés en avion ou en bus d'ailleurs par cette transhimalayenne. Et donc ça m'a remis un peu dans le cadre des trips d'aventure tout terrain au Maroc, dans l'ambiance indienne, bon, très différente du Rajasthan, parce que chaque partie d'Inde a vraiment ses spécificités en termes d'ethnie, de paysage, de rites, de coutumes tribales, voilà. Et donc j'ai forcément été attiré par l'Himalaya et j'ai fait mes premiers voyages il y a une dizaine d'années pour après proposer effectivement des trips avec des groupes.
Donc, tu as proposé en premier lieu des trips en surf. Donc, tu vois, tu m'apprends un. Alors, j'avais vu un documentaire où tu avais des Pakistanais qui faisaient donc des compétitions de ski au Cachemire. Mais je savais pas que les particuliers, entre guillemets, pouvaient aller faire du snowboard il y a encore quelques années sur le Cachemire. Enfin, c'est assez dingue que tu me dis ça. Aujourd'hui, c'est tellement impossible de pouvoir entendre ce genre de choses parce que bah, malheureusement, c'est vrai que aujourd'hui, il y a eu une escalade de guerre de ce côté-là. Et se dire que tu as pu faire du snow là-haut, c'est aussi dingue que faire de la moto finalement aujourd'hui. Et donc, Voilà. du coup, tu as trouvé l'entre-deux, c'est faire de la moto dans l'Himalaya. Et c'est à partir de ce moment, Alors pas le premier. Le premier, ça a d'accord, été, j'ai organisé des voyages sur le Rajasthan. ok, Et là, Rajasthan, ok, voilà. Et après, au Kerala, j'avais fait des reconnaissances aussi pour moi, parce qu'à chaque fois que je partais sur un voyage, même si j'avais un petit groupe, j'en profitais pour rester 15 jours, 3 semaines et refaire des, des reconnaissances sur des zones comme le Gujarat, comme le Madhya Pradesh, le Kerala, le Tamil Nadu, pour essayer de découvrir d'autres endroits pour moi et pour éventuellement en proposer. Donc il y a des régions que j'ai éliminées trop compliquées avec des groupes, mais effectivement j'avais un petit peu baroudé un petit peu partout au Maroc. Mais après l'Himalaya est devenu une passion. Tous les voyages dans l'Himalaya se terminent. Bon, tu as travaillé comme moi, c'est un des voyages phares et où on passe un col à 5600 mètres, enfin annoncé à 6500 mètres. Et je crois que j'ai fêté là l'année dernière ou l'année d'avant la 20e fois la ah montée ouais. à ce col. Donc tu vois, Hmm. j'ai quand même beaucoup fréquenté des régions comme le Zanskar, la partie euh, la partie ouest, la partie est, la partie nord, comme la vallée de la Noura, la vallée de la Choc, le Spiti, le Kinor, enfin tous ces endroits de l'Uttarakhand, enfin tous ces endroits de l'Himalaya qui ont des paysages et des modes de vie complètement différents avec des religions, des ethnies, des modes des cultures différentes. Bah, Passionnant. t'as beaucoup bourlingué en Inde, là, sur toutes les régions que tu m'as données, Mhm. j'en ai fait quelques-unes, mais pas toutes, c'est clair. Alors forcément, t'as vraiment un aspect très proche de l'Himalaya. Enfin, t'aimes beaucoup cette région. Est-ce que, euh, est-ce que après l'Inde, t'as fait d'autres pays? Est-ce que t'as découvert d'autres contrées? Alors, on sait que l'Inde, forcément, chaque région est un pays différent, donc on pourrait les compter comme pays. Mais est-ce que tu as fait d'autres régions? Alors, nous, on s'est rencontrés en Mongolie, donc je sais que tu as fait la Mongolie. Mais est-ce que tu as fait aussi d'autres pays? Oui, sur le Sri Lanka, D'accord. qui est un très beau enfin voyage facile et un Mm. trip assez surprenant avec des gens très gentils. Bon, un pays qui se développe un peu rapidement en termes de tourisme, donc mais il y a une magie du littoral. Et d'ailleurs, en parlant du littoral, comme j'étais dans l'univers du surf, j'avais même organisé un voyage qui s'appelait Surf and Ride. C'est-à-dire qu'on partait, on surfait le matin sur les spots, on prenait notre petit déjeuner, on montait sur les motos, on se déplaçait vers un autre spot, on ressurfait le soir sur un autre spot, on ressurfait le matin tôt à 6 heures et on se déplaçait comme ça dans tout Ah, génial. ouais. Alors un trip génial, mais qui demandait dans l'équation des voyages à vendre qui sont déjà pas faciles, c'est des certains budgets, c'est une certaine organisation qui demandait un petit peu à ce que les gens soient attirés par le surf et qui sachent faire de la moto. Donc, c'est deux populations qui se superposent par moment, mais bon, c'était pas un produit, on va dire, commercial. Je l'ai fait pour moi, pour emmener quelques potes. Et voilà, donc j'ai parcouru un petit peu le Sri Lanka de part en part. C'est un pays assez intéressant. C'est un pays aussi à conseiller à des gens qui n'ont pas forcément une grosse expérience de voyage, mais qui veulent voyager ou à peu près confortablement ou pas trop compliqué. Le réseau routier est pas mauvais. Enfin, il y a un petit peu de tout. Donc, c'est un pays intéressant pour ça. J'étais aussi au Népal. Donc, le Népal, on est encore dans l'Himalaya avec une culture un petit peu différente, mais qui rejoint un petit peu l'Himalaya indien, différent.
aussi par l'accessibilité par rapport aux saisons, parce qu'il y a aussi dans les voyages une histoire de saisonnalité, c'est-à-dire que c'est évident que quand on va au Kerala, on est dans l'hémisphère nord hein, quand même si ça se rapproche des tropiques. On y va l'hiver, on est sûr que c'est pas la mousson, on est sûr qu'il fait pas 50 degrés. Et pour l'Himalaya, c'est la même chose. On y va l'été pour pas passer d'école avec 4 mètres de neige. Donc il y a une histoire de saisonnalité. Mais c'est vrai que dans ces contrées, c'est très très marqué. C'est très très marqué les saisons. Alors par rapport à chez Ouais. nous, forcément, on peut rogner un petit peu, mais quand tu es en montagne, quand tu es dans le Kerala, dans le sud, voilà, il peut y avoir en plus la mousson. Donc c'est vrai que c'est très très marqué et je comprends tout à fait que bah, quand tu emmènes et quand tu voyages toi, tu fais attention, surtout quand tu es en moto. Voilà, si c'est pour taper de la pluie ou de la neige, c'est pas marrant quoi. Oui, puis pas que ça. En termes de déplacement, tous les voyages où on est en déplacement, il y a toujours le réseau routier. Et le réseau routier dans ces pays-là, il est compliqué. Il peut être encombré par des dérivations parce qu'il y a des inondations, parce qu'il y a des éboulements de terrain, parce qu'il y a de la neige, parce que ils réagissent très vite. Hein, les routes sont réparées. C'est d'ailleurs ça qui fait aussi la magie dans ces pays-là. Ils s'encombrent pas de la sécurité comme nous on l'entend. Donc ils libèrent les routes, ils nous passent un coup de bulldozer, ils mettent en place un bateau pour traverser une rivière qui a débordé. Voilà, c'est aussi ça le voyage et ça surprend les gens et on se surprend nous-mêmes dans ces situations inhabituelles, quoi. Et d'ailleurs, dans tous ces voyages, est-ce que tu as une anecdote particulière, tu sais, cette fameuse galère qui nous est arrivée et ça s'est transformé en quelque chose de positif, ou en tout cas quelque chose qui t'a marqué une rencontre d'ailleurs aussi, voilà, quelque chose qui aujourd'hui te rappelle un petit peu ces moments-là. Alors écoute, Il doit en avoir plusieurs, je suis d'accord, il doit en avoir pas mal. oui, oui. Alors après, il y en a beaucoup et elles ont plus la même, elles ont pas tout à fait la même perception, par exemple, de nos clients finalement qu'on sort un peu de leur routine et qu'on amène dans, on va dire, une aventure surveillée et concentrée, où on est obligé aussi de prendre plus de précautions en termes de sécurité, etc. Donc, j'aurais du mal à en citer une, mais ce que je sais quand même, c'est qu'effectivement toutes ces situations, alors hormis ce que l'on craint tous quand on voyage et qu'on voyage en moto ou qu'on à ski ou enfin à partir du moment où on est en mouvement, bien sûr, les aventures d'accidents ou d'incidents bon, voilà, elles sont à exclure, à faire sortir de nos têtes et on s'arrange pour qu'elles n'arrivent pas. Donc on va accepter cette situation. Mais après, souvent, c'était une route coupée, à dormir à 12 dans une bergerie au pied d'un col en se disant là, vu l'état de la route, ils vont mettre 8 jours à la réparer, donc le voyage il est mort, qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour, etc. Et où tu te lèves le matin, il y a 15 cm de neige sur les motos en plein milieu de l'Himalaya, ou enfin voilà des situations de ce genre où en faisant ce métier, on le on le vit plutôt sereinement en se disant bon, comment on doit réagir, est-ce qu'on se met à se mettre en colère, à jeter l'éponge ou à échafauder le plan B, voilà. Et finalement, ce qu'on en retire, c'est quand on arrive à trouver les solutions par rapport à ça, par rapport à une moto qu'on fait venir sur des camions pour en remplacer une ou une pièce détachée ou une réparation qui traîne, bah finalement les gens retiennent ces choses-là. Et ça, c'est précieux parce que c'est quelque chose vers lequel on amène les gens en voyage. C'est-à-dire qu'on est à la fois, ils se recommandent à nous, donc on a le bon rôle du géo, mais on a aussi le mauvais rôle de prendre les décisions. Et les décisions qui plaisent pas toujours, mais qui nous semblent les plus rationnelles, surtout en termes de sécurité. Et les gens, finalement, retiennent ces moments-là. Ah, l'endroit le plus génial. Alors, ils vont râler à l'endroit qu'on a prévu, et quand on arrive, ah, pas d'eau chaude, ouais, on mange pas très bien, ouais, c'est pas super clean, mais bon, il y a pas, c'est des endroits où on fait avec ce qu'il y a. Où finalement, les gens, ils sont beaucoup plus ils retrouvent à dire. Et puis quand voilà, ils sont complètement trempés, ils ont froid et qu'on trouve une solution pour faire du feu, qu'ils mangent un petit morceau et qu'on repart.
le lendemain ou à la fin du voyage, c'était le plus bel instant de leur voyage. Donc voilà, donc on va vers les mêmes choses. Mais on les a quand même à gérer, ce qui est pas C'est pas toujours forcément facile. toujours facile. Ça peut être gratifiant et ça peut être douloureux aussi Tout à fait. de pas Et, être en euh, et, accord avec le et groupe. c'est vrai ce que tu dis, c'est que ces moments de galère, sur le moment, c'est toujours compliqué. Donc la gestion aussi du groupe, la gestion aussi des amis, si on est venu avec des amis. Euh, L'expérience, alors toi, bien sûr, tu en as beaucoup plus que moi, fait qu'on va essayer de prendre les meilleures décisions à l'instant T. Et ça peut avoir bien sûr un impact sur le voyage. Donc c'est vrai que c'est important de prendre la bonne décision. Et c'est cette décision, et en fait c'est cette avant-décision qui peut faire mal, qui est difficile et qui crée un stress important. Après, l'expérience fait que bah, on arrive plus vite à prendre ce type de décision. Et tu l'as dit aussi, et là je te rejoins complètement, c'est que ces moments de galère, c'est des moments qui vont être racontés un dimanche lors d'un repas ou en soirée, etc. Mais sur le moment, c'est vrai qu'il faut faire confiance un petit peu au temps, se dire que c'est pas très grave et qu'on va trouver une solution de toutes les manières. Et c'est vrai que dans ces voyages-là, finalement, on trouve toujours une solution parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à nous aider ou il y a toujours une solution. Donc là, c'est vrai que moi, les voyages, ce qui m'a toujours plu, c'est cette idée de dire, mais de toute façon, il n'y a pas de souci, on peut y aller, on verra et on Mm. verra. Et ça passe toujours, ça passe toujours. Alors ça n'empêche pas qu'il faut faire attention, il faut pas faire n'importe quoi, mais dans ces contrées, il y a toujours une solution. Il faut juste voilà, ouvrir ses chakras, comme je dis, et y aller, quoi. Et en plus de tes chakras, toi, est-ce que vraiment tu as un objet ou un équipement, en tout cas, que tu as toujours avec toi? Ah, un équipement, bah écoute, bien voyager déjà, si on peut faire des maximes, c'est souvent voyager léger. Ça, les gens le comprennent pas toujours. Tu l'apprends à la fois au fil des années et sur ce type de voyage, c'est-à-dire que il faut nécessairement ne pas trop s'encombrer. C'est ce qui pénalise la moto, qui fait que c'est vite agaçant. Donc, faut essayer d'être. Mais bon, entre le couteau suisse ou le Leatherman qui fait l'outil à tout faire, euh, le scotch américain que tous les motards connaissent et un bout de fil de fer pour se dépanner. Et puis la vraie pharmacie, euh, voilà, avec les choses nécessaires pour éviter les drames. Mais j'ai pas de, non, j'ai pas ni de doudou ni de gris-gris. Il y a des gens qui aiment bien avoir un petit objet comme ça fétiche. C'est pas mon cas. J'essaye d'être rationnel, d'avoir. Maintenant, on travaille énormément pour le confort du voyage et pour finalement improviser. On travaille beaucoup avec des GPS. Donc on a des fonds de cartes, on a préparé en amont sur des ordis nos itinéraires, on a repéré éventuellement des routes de solutions, etc. Donc ça c'est un outil précieux qu'il faut essayer de maintenir en état. Moi j'en ai toujours deux pour éviter la catastrophe, mais voilà, mais non, rien de D'accord. particulier. Pas de Et, gris-gris. mais par exemple, si tu devais voyager, ou en tout cas si tu devais conseiller quelqu'un qui voyagerait solo, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Alors, pas forcément d'emmener, mais c'est quoi tes conseils pour quelqu'un qui souhaiterait voyager solo? Alors, tu l'as déjà dit, déjà voyager léger, ça c'est une certitude, mais est-ce que tu as d'autres conseils à lui donner? Par exemple, moi qui aime aussi voyager solo, euh, je fais quand même bien attention, mais j'ai toujours une épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui me dit alors attention là, si j'ai un problème mécanique, ça peut être compliqué. Je sais que toi, Pierre, tu connais très très bien la mécanique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut partir comme ça à l'aventure en ayant alors pas du tout de notion ou quelques notions de mécanique? Est-ce que ça c'est possible?
Bah, c'est, enfin, souvent dans le milieu moto, je passe un petit peu pour un ayatollah parce que j'ai, des considérations, à la fois, philosophiques et un peu de vieux motard con, parce que je sais faire ma mécanique, parce que je considère qu'une moto, c'est pas en faisant un chèque que tu vas être tranquille et que tu vas faire un long voyage. On est tout à l'opposé. On est tout à l'opposé parce que les constructeurs, nous font croire que d'avoir le dernier gros trail à la mode, où tous les ans tu rajoutes 50 centimètres cubes avec plus d'électronique, plus d'antennes satellites pour que l'usine aille te conseiller sur un dépannage et tout. C'est à mon avis une impasse pour le voyage. Ça reste parce que parce que moi-même qui fais de la mécanique, tu me donnes je sais pas quoi, une grosse GS, une grosse Honda Trail, qui se veulent être les motos avec lesquelles tu fais le tour du monde. Le jour où tu es en panne, bah tu es en panne. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas trouver une solution. Mais tu laisses ta moto sur place, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Alors qu'une moto simple, je veux dire, tu as voyagé en Mongolie, tu as voyagé en Inde. Une moto simple, tu t'arrêtes dans la steppe en Mongolie, le premier berger qui arrive, même s'il est sur un cheval, il va être content, capable de t'aider à démonter le carburateur, à démonter une bougie, à te resserrer une roue. Il va avoir les outils pour ça. Sur les motos modernes, c'est pas du tout le cas. Donc, on te demande d'être. Alors, je vois, il y a des mecs qui voyagent avec un ABS de sécurité. S'ils doivent tomber par Wi-Fi, ils ont un anorak qui se gonfle. Ils ont toutes les températures, trucs, mais tu sais pas par où si l'eau l'eau bout, tu sais pas par où la mettre. Tu tombes par terre, t'as l'usine en Allemagne qui t'appelle en te disant vous êtes tombé, ça va. C'est pas ça dont tu as besoin au milieu de la Mongolie. Donc j'ai un peu cette philosophie et aussi parce que j'ai presque 65 ans, donc un petit peu d'expérience. Je fais systématiquement ma mécanique. C'est une chance pour voyager. Je pense que chacun devrait un petit peu se poser la question un minimum de choses, comme démonter une roue pour pouvoir la charger dans une voiture, pour aller la réparer si t'es pas capable de la réparer sur place, de regarder un petit peu la mécanique, de mettre un bout de fil de fer, de mettre un scotch. Mais je pense que c'est très important d'aller dans ce sens-là. Parce que c'est pas nécessairement la moto en bon état, toute neuve, récente, qui va être la plus efficace sur un voyage. Ça va être plutôt la moto la plus simple. Et comme je disais, une moto légère que quand le fleuve est bouché et que les mecs ils sont là avec des bateaux, tu dois la charger sur une espèce de jonque ou un espèce de petit radeau avec 4 bidons de 200 litres. C'est mieux d'avoir une moto qui pèse pas 300 kilos. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est ne vous laissez pas embarquer dans des chèques sur des équipements de folie avec des valises dures, avec les tentes dernier cri. Quand tu voyages, c'est pas ça qui va faire ton voyage. Ça, c'est sûr. J'ai tellement croisé de gens qui arrivaient de France avec des vieilles 125 Yamaha 4 temps, des trucs indestructibles ou des vieilles Africa Twin ou des vieilles Ténéré et qui vont au bout du monde, alors que finalement, toutes ces motos qu'on voit partout sur nos cols, etc., qui sont très bien pour des trips européens ou voilà, ou dans des pays je dirais occidentaux où il y a la concession, il faut prendre des motos simples, simples d'accès, faciles à charger s'il y a un endroit dans un camion, etc. Et pas trop s'encombrer avec des bagages qui finalement ne servent pas tous parce que les gens vont trouver des guest house, ils vont pas dormir systématiquement sous la tente, enfin voilà. Mais ne pas se laisser embarquer dans ces images marketing d'aventure qui sont pas la réalité du voyage moto. En fait, vaut mieux, en fait, investir cet argent que tu vas pas mettre dans une moto, dernier cri, mais plutôt dans une formation de mécanique pour pouvoir acheter, une moto plus légère. En fait, c'est ça, c'est équipement, léger et moto légère Mais et partir quand sur je une dis mécanique simple. oui, alors quand je dis mécanique simple, ça veut pas dire qu'on doit tous être mécano pour voyager. Il y a tas d'exemples de gens qui connaissent pas la mécanique. Bon, ils vont être capables, au bout d'un moment, de rattacher leurs bagages pour pas qu'ils se prennent dans la roue. Et bon, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire, hein, mettre de l'essence sans mettre du sable dans le réservoir, regarder le niveau d'huile, etc. Mais
Ce que je veux dire, une moto simple, on va toujours trouver un forgeron, un type normalement constitué de la planète, bah, qui sait faire de la mécanique, parce on n'est plus du tout autodidacte ni autarcique. La mécanique, on l'a fait faire. Donc, bon, moi, ça me surprend parce que peut-être aussi parce que j'ai pas les moyens de rouler sur des véhicules qui sont soi-disant dits sans problème. Mais quand on voyage, on est à un moment ou un autre confronté à ça. Parce que si tu as un petit accident, que tu as tordu ta roue devant, si elle a des rayons, c'est plus facile à remettre en ligne et à réparer que si elle est à bâton, si les bougies sont accessibles, c'est plus facile que quand elles sont noyées, qu'il faut démonter le réservoir. Enfin, plein de choses comme ça. Ouais, c'est Les... exactement ça. C'est vrai que pardon, excuse-moi. C'est vrai que c'est exactement ça. C'est une moto finalement dernier cri, elle va sûrement pas tomber en panne. On va dire ça comme ça. C'est ça. Si tu la casses, si tu tombes, si tu as un accident, ça sera beaucoup plus difficile de la réparer. Après, bien sûr, elle peut tomber en panne, voilà. Mais déjà, il y a l'aspect chute qui peut arriver. Hein. On est surpris par une boue, enfin de la boue, pardon, des choses comme ça. On glisse, ça arrive à tout le monde. Et là, c'est vrai que si on casse, c'est beaucoup plus difficile à réparer qu'une moto simple. C'est vrai, je suis d'accord avec Mais, toi. bon, on s'est croisé en Mongolie. On peut donner les anecdotes de la Mongolie où effectivement tu as une moto simple, tu la fais passer dans l'eau. Moi, ça m'est arrivé de passer des motos sans les mettre en route, en sachant que de toute façon, elles allaient ressortir de l'autre côté plein d'eau. On les tire avec des chevaux, on les fait traverser la rivière, elles ont de l'eau jusqu'au réservoir. On essaye que ça rentre pas dans le réservoir, mais après, il faut démonter tout le filtraire, vider l'eau qui est rentrée dans le moteur, dans le carbu, etc. Ça, tu le fais sur une moto simple. Sur une moto élaborée, c'est mort. Il y a de l'eau partout dans tous les composants électroniques. Tu mets ta moto en défaut, tout est en alerte parce que voilà. Et la question, est-ce que d'avoir une moto neuve, tu es en sécurité? Non. Une moto qui marche bien, c'est une moto qui a déjà roulé. C'est-à-dire que tu as éliminé le petit composant électronique qui va te griller au bout de quelques kilomètres. Enfin, moi, j'ai l'exemple d'avoir emmené des gens encore l'année dernière au Maroc. Bah voilà, sur 4 gros trails, il y en a 2 qui sont entrés en remorque. Et pour pas nommer, voilà, ces motos allemandes hyper réputées, qui sont soi-disant indestructibles et tout. Oui, indestructibles quand tout marche, mais quand quelque chose se met en travers, c'est fini. Tu prends une voiture moderne, tu soulèves le capot, même moi, je reste devant, je touche à rien. Ça sert à rien, t'as aucune accessibilité, et ça peut être un tout petit composant, un petit fil coupé quelque part qui va engendrer tout l'arrêt de la moto. Alors que sur une moto simple, le petit mécanicien du coin, il va te court-circuiter un fil, il va te mettre l'allumage en direct, il va te remettre un filtre à air qui va bricoler. Enfin, tu peux la faire. Et puis elle va supporter aussi des mauvaises essences. C'est-à-dire Ouais, que c'est vrai. les indices d'octane, par exemple en Mongolie, les gens ils me parlent de la Mongolie pour y aller avec les gros trails et tout. On leur dit il faut mettre du 98 ou du 95. Et les taux d'octane là-bas, je crois que c'est 80 et le plus élevé c'est 82, je crois. Mm, Donc déjà, la moto elle peut pas marcher là-bas. Donc ou quand elle marche là-bas, elle marche très mal. Donc c'est tout ça. Hein. C'est en ça que je dis. Et puis quelque part aussi psychiquement. Partir avec une moto qui vaut 2 ou 3 000 euros, tu pourras toujours la vendre voilà, à un nomade ou dans une ville la moitié du prix et repartir en avion une moto à 30 000, bah, c'est un peu plus compliqué. Alors effectivement, tu prends ton téléphone, elle va être rapatriée par avion 2 mois après, par la super assurance que tu as payée, etc. Mais je trouve que ça a pas sens, à mon avis, dans un voyage d'aventure. Enfin, c'est personnel, hein, et c'est très, c'est peut-être un peu très pédant et très snob d'annoncer ça, mais je pense qu'il y a quand même une petite vérité là-dessus, si tu veux beaucoup voyager et souvent et dans des conditions différentes, avec des motos différentes, etc. C'est de prendre des motos simples qu'on propose. Là, du coup, on arrive sur la fin de cette conversation avec toi. Et moi, ce que j'aime bien faire à la fin de cette interview, c'est est-ce que tu as une citation qui te quitte jamais lors de tes voyages, qui te donne, on va dire, un petit peu de force ou qui te fait du bien et des fois tu te la redis dans ton casque. Est-ce que tu as cette fameuse citation?
Alors, citation, je suis pas assez structuré pour avoir vraiment des citations, mais ça me permet de mettre en avant un petit bouquin d'ailleurs qui m'avait été offert par l'agence pour laquelle on travaille, là, qui est une petite édition de Tesson qui, avant tout, on va dire, est plutôt un philosophe, mais qui est un garçon qui voyage en moto et qui a le talent d'avoir des citations en rapport avec et notre métier et la pratique de la moto en voyage. Donc il y en a une que j'avais beaucoup aimée qui va résumer un petit peu on va dire peut-être notre vie à nous parce qu'on voyage un petit peu depuis plus longtemps mais qui m'avait vraiment amusé. Et Tesson disait dans un bouquin qui s'appelle En avant, calme et fou, qui est un recueil de photos de Thomas Guasque, qui est un très très bon photographe qui l'accompagne sur ses voyages. Et Sylvain Tesson a un petit peu fréquenté les régions où on a eu la chance de travailler en Asie, c'est-à-dire en Mongolie, en Inde, un petit peu partout. Et voilà la citation. 25 années de voyage à motocyclette ne nous avaient appris qu'une chose. Pour demeurer en amitié avec le monde, il faut vivre au besoin en plein air. La vie entre les murs est un avant-goût du caveau. Et pour reprendre un petit peu au début de notre conversation, quand on disait qu'on part voyager à moto, il y a une chose qui semble primordiale, c'est qu'on se sent vivre. On se sent vivre parce que on a des objectifs simples, des objectifs de nomade, rejoindre un point et prendre plaisir à se déplacer avec ses motos, avec les risques que ça comporte et aussi ces sensations de liberté, ces sensations de vulnérabilité. J'avais trouvé cette citation. Mais écoute, je crois qu'elle résume très bien cette philosophie que tu as. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce podcast. Le fait de discuter avec toi, ça me redonne envie, bien sûr, de revoyager et encore plus de revoyager avec toi. Donc, j'espère pour apprendre nos motos simples, mécaniquement et légères et voyager à travers le monde. Donc, merci pour tout, Pierry. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Rechad. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.